14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et avec Philippe Hoffman, nous allons parler aujourd'hui des familles monoparentales. C'est vrai qu'elles sont de plus en plus nombreuses et le plus souvent c'est une mère seule, mais il y a également de plus en plus de pères qui vont élever seuls leurs enfants. Alors, il faut bien reconnaître qu'on n'est pas trop de deux pour élever des enfants et même l'aide des grands-parents est souvent la bienvenue. Sauf que les grands-parents sont aussi de plus en plus éloignés. Alors, comment font ces familles monoparentales pour pallier les manques, pour éviter les écueils du surmenage? Parce qu'évidemment, quand on élève seul son ou ses enfants, on n'a pas le choix, il faut également travailler. Donc, ça fait beaucoup d'heures d'occupation, si je puis dire. Alors, Philippe Hoffman connaît bien ce sujet et il va pouvoir nous donner quelques conseils, notamment si vous êtes dans ce cas de famille monoparentale, de parents monoparentales, si je puis dire. Enfin, je sais pas, ça doit pas être très, très juste ce que je viens de dire. Bref, des conseils, vous en voulez. Vous ne savez pas, par exemple, comment parler de l'autre parent à votre enfant. Eh bien, je vous invite à venir témoigner et à poser vos questions. Pour ça, vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Philippe Hoffman, bonjour. Bonjour. Bonjour Merci. Brigitte, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Philippe Hoffman. Alors, vous êtes également l'auteur de ce livre, L'impossible séparation entre les jeunes adultes et leurs parents. C'était déjà il y a quelques années, c'était aux éditions Albin Michel. Et tout ça, c'est quand même des phénomènes très nouveaux. Bien sûr, de plus en plus de gens élèvent seuls leurs enfants, mais c'est vraiment un phénomène de ce 21e siècle. On voit aussi donc les enfants qui restent de plus en plus longtemps chez leurs parents, les grands-parents qui sont parfois un petit peu loin. Tout ça, c'est quand même compliqué, non? Oui, alors, c'est pas nouveau l'histoire de la famille monoparentale. Hein, c'est arrivé en fait avec la vague des divorces et des enfants qui sont nés hors mariage. Hein, et c'est arrivé en fait à la fin des années 70 que tout s'est accéléré à ce moment-là. Donc il y a un peu plus de 40 ans. Mais les choses se sont détériorées au fil du temps puisque maintenant on a carrément 25% de ce qu'on appelle une famille, parce qu'une famille aujourd'hui ça peut être tout et n'importe quoi, hein, puisque c'est pas la définition traditionnelle de la famille. En fait, c'est ce que les gens appellent famille. Et il y en a toutes sortes, des recomposés, des monoparentales, des homosexuels, des adoptés, des PACS, du mariage traditionnel. Il y a tout ce que vous voulez, mais il y a 25% de ces familles qui sont des familles monoparentales et sur ces 25%, il y a à peu près 90% dans ces familles, ce sont des femmes qui s'occupent des enfants. Oui, oui. Donc ça, c'est une donnée évidente, croissante, importante, hein, et qui est un peu difficile, et particulièrement pour les plus pauvres, parce que en fait, on n'est pas dans le cadre, vous savez, de ce dernier film là qui avait eu qui s'appelait Tony, sur une femme seule qui élevait 4 adolescents et qui s'en sortait plutôt pas mal. Quand on est dans ce cas de figure, dans un milieu très précaire, eh bien c'est vraiment très difficile, et les enfants ont des risques de développer des troubles du développement et des acquisitions. Oui. On sait d'ailleurs que le nombre de mères seules qui élèvent des enfants et qui est en dessous du seuil de pauvreté ne cesse d'augmenter au fil des années. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Ce qui se comprend très bien d'ailleurs, parce que lorsqu'on habite à deux dans un appartement, les charges sont divisées par deux. Quand on habite seul, eh bien évidemment, il faut tout payer, et on sait très bien avec l'augmentation notamment de l'énergie, les prix flambent. Hein. Oui, tout est. Et d'ailleurs, du coup, il y a des statistiques récentes, de 2020 qui disent que il y a parmi, en gros, si vous voulez, il y a à peu près un tiers des enfants et des adolescents qui vivent avec une mère seule, qui sont sous le seuil de pauvreté et qui souffrent
de malnutrition, de froid, de maladies physiques, psychiques, à qui on soigne pas les dents. Enfin bon, et donc il y a vraiment des difficultés. Heureusement, il y a quand même beaucoup de services sociaux et d'aides qui existent, mais il y a un nombre tellement important et tellement concentré parfois dans certaines villes qu'on n'arrive pas à faire face. Alors évidemment, on ne va pas parler spécialement de ça parce qu'on ne fait pas une émission politique, mais en même temps, on peut comprendre quand lorsqu'il y a des difficultés sur le plan matériel et donc sur une sécurité fondamentale, puisqu'on sait très bien que c'est le premier besoin de l'humain, ça crée forcément des difficultés psychologiques, des carences affectives, et c'est évidemment là-dessus qu'on va nous plutôt essayer de comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas que ça, Brigitte. C'est-à-dire que ça, c'est un élément qui est donné par tous les sociologues et dès qu'on parle des familles monoparentales, c'est l'élément de la précarité, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'impact de la séparation conjugale chez les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Et ça, c'est une donnée un peu délicate, qui est plus psy, on va dire, mais qui peut donner aussi des troubles à l'intérieur d'une famille. Si on a une maman qui est dépressive parce que elle s'est fait larguer et qu'elle se retrouve seule avec deux ou trois enfants, elle aura beaucoup de mal, non seulement à élever ses enfants, mais même à se relever de cette histoire. Et même si elle a quelques diplômes et tout, elle aura beaucoup de mal même à retrouver un boulot, à retrouver une assise. Oui, mais est-ce qu'on connaît le pourcentage de femmes qui élèvent seules leurs enfants qui ont donc été quittées, pour utiliser un terme un peu plus correct, et le nombre de femmes qui ont choisi de partir? Parce que moi, j'entends beaucoup de femmes qui partent avec des jeunes enfants. Alors, encore une fois, moi j'ai pas En fait, il y a des statistiques là-dessus, Brigitte. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'à peu près, dans toutes les familles monoparentales, il y a 15% seulement de femmes qui choisissent leur séparation. C'est peu, c'est très peu, oui. C'est très peu, et la plupart de ces femmes-là, c'est des femmes cultivées, avec des diplômes et des moyens et un soutien familial. D'accord. Donc, elles ont quand même ce qu'il faut. D'accord, et on imagine bien que dans les 85% donc qui sont largués, pour reprendre votre expression, le père donc souvent ne va pas payer la pension. Enfin, il va y avoir des difficultés financières du fait que justement il y a une rupture qui n'est pas correcte. Ouais, même si le père paye un petit peu de pension, de toute façon, c'est très difficile à vivre. C'est très difficile à vivre parce que, comme vous le dites, non seulement il y a l'histoire du standing et des charges financières, etc., qui est plus du tout répartie, mais aussi il y a le fait qu'il y a un déséquilibre parce que les pères quand même s'impliquent à minima quand même dans les familles. Et là, il y a plus de pères. Et ils sont partis. Alors quand je dis larguer, c'est un peu trash que dit, mais c'est comme ça que les femmes les plus qui sont souvent désespérées ressentent leur séparation. Elles ont l'impression d'avoir été lâchées, jetées. Mais comment vous expliquez que certaines de ces femmes, pas toutes évidemment, vont recommencer, c'est-à-dire qu'elles ont déjà un enfant avec un père qui est parti, et elles refont un deuxième enfant avec un autre homme qui lui aussi va partir. Là, il y a quand même quelque chose qui est à comprendre, non ? Ah oui, alors là, c'est encore autre chose, mais c'est important. C'est tous les phénomènes de répétition. Alors, dans votre émission, vous parlez très souvent de ça, puisque les gens se mettent eux-mêmes dans des phénomènes de répétition où ils se font du mal, quoi. Et c'est vrai que il y a très souvent, il y a des gens qui n'ont pas résolu les problèmes affectifs qu'ils ont, des carences, des traumatismes qu'ils ont vécus ou qui vivent encore. Et comme les femmes battues, par exemple, qui se retrouvent malheureusement des compagnons qui leur retapent dessus aussi. C'est tout à fait illogique pour le commun des mortels. Mais dans l'histoire de ces femmes-là, il y a quelque chose qui fait que il faut en fait
souffrir et pour vivre une vie qui a du sens et reproduire les histoires de séparation, parce que très souvent on a vécu des séparations pendant l'enfance et l'adolescence qui ont été très douloureuses et des traumatismes, et comme de toute façon personne d'entre nous n'est très à l'aise avec les histoires de séparation, eh bien là dans ce cas-là c'est caricatural. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Inconsciemment on choisit des hommes, si c'est le cas de femmes qui choisissent des hommes, pour recomposer une famille, mais on se fait avoir. Et on choisit toujours un peu les mêmes, voire pire. Bon, alors je ne sais pas si on va voir ce genre de témoignage. En tout cas, on a pour l'instant Philippe qui est avec nous et qui a été éduqué par sa mère seule et qui a priori est également séparé et a envie de parler de la manière dont aussi, en tant que père seul, il élève sa fille. On fait une petite pause. Philippe Hoffmann, je vous invite à nous rejoindre. Quoi que vous ayez envie de dire, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors c'est quand même incroyable parce que Philippe, c'est un prénom qui signifie les amis des chevaux. Alors hier il y avait Philippe Breneau, aujourd'hui Philippe Hoffmann et maintenant c'est Philippe qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. C'est vraiment un très joli prénom. Bonjour. Très bon. Ouais, j'aime bien les chevaux aussi. C'est vrai que c'est un bel animal. Ouais, c'est un bel animal. Vous savez que symboliquement, il représente nos pulsions les plus. Eh oui. Bon, enfin voilà. Donc, Philippe, vous êtes avec Philippe Hoffmann et vous avez donc été éduqué par votre mère qui était seule, mais qui semble-t-il n'était pas en dessous du seuil de pauvreté, d'après ce que vous avez l'air de vouloir dire. Non, ça fonctionnait bien, ouais. Ça allait, financièrement, ça marchait. Elle était toute seule avec ses 2 gamins. Le père était absent. Elle disait toujours, il est parti acheter des cigarettes, il est pas revenu. Et c'était vrai ou pas? Et ouais, non, en fait, c'est elle qui l'avait quitté, donc elle était pas tout à fait honnête. Mais il est quand même jamais revenu. Ouais. Donc ça, c'est rude. Oui, c'est rude parce que il faut qu'elle accepte ce choc. Et puis comment elle vous en parlait de votre père justement? Elle en parlait peu. En fait, elle en parlait peu. Nous, on le connaissait parce que c'est un père qui nous a quand même reconnus. Donc en fait, il lâche pas tout à fait l'affaire. Il reconnaît un peu, puis de temps en temps, il apparaît, mais il disparaît. Et il disparaît plus souvent qu'il apparaît, bien sûr. Donc en fait, on n'est pas totalement abandonné. Ce qui serait pas mieux, hein, ça c'est sûr. On sait qu'on a un géniteur, parce qu'à un moment, le mot de père, il a plus de sens. Et le gars, il vient, il repart, et en fait, il se passe rien. Le lien ne se crée jamais. Et du coup, elle parlait très peu de lui. Elle a eu une vie quand même qui a été dure parce qu'il y a eu elle a eu des maladies, tout ça. Mais donc du coup, elle bossait, elle a été malade et puis elle élevait ses gamins. C'est quand même des vies dures, une vie de privation, j'ai trouvé pour elle, et de sacrifice pour ses gosses à l'arrivée, surtout quand on a peur de mourir, du coup, et que on a le risque de laisser ses 2 gamins sur le carreau tout seul avec plus de parents. Donc du coup, ça a été, je trouve qu'elle a eu une vie dure. Je trouve que le mot de sacrifice, Philippe Hoffmann, convient bien à ces mères justement qui vont passer à côté un peu de leur vie personnelle parce qu'il faut qu'elles travaillent, qu'elles élèvent leurs enfants. Qu'est-ce que vous diriez, Philippe Hoffmann? Oui, moi je pense que effectivement il y a un certain nombre de femmes comme ça qui sont dans un processus sacrificiel comme ça parce que leurs enfants comptent plus que tout. Et elles sont prêtes à tout sacrifier pour eux. Et donc c'est aussi ce qui fait qu'on a un attachement profond très souvent à la mère. Et même si dans la réalité, avec cet élan-là, ces mamans-là, elles peuvent pas tout assumer. Par moments, elles ont des coups de blues. Par moments, comme le dit Philippe, elles peuvent être malades et même avoir des maladies assez graves. Elles peuvent craquer. Elles sont pas toujours au taquet, quoi. Hein. Bon, mais l'idée de fond est là. C'est-à-dire que je ferai tout pour que mes enfants puissent se développer, s'épanouir et avoir une vie comme les autres.
Et donc c'est vraiment un bel hommage aux mamans, mais en même temps, faut pas leur souhaiter ça. Non, non. Et alors vous êtes père aujourd'hui, Philippe? Ouais. Ouais, d'une jeune adulte, je sais pas, 18 ans, un peu plus de 18 ans. Donc, vous voyez, je sais pas, jeune adulte, jeune ado, vieil ado, je sais pas. Voilà, entre les deux, le bon âge. D'accord. Et vous vous êtes séparés avec sa mère, donc, si j'ai bien compris. Ouais. Et elle avait quel âge? Elle avait 7 ans. Donc, oui. Et vous avez fait quoi? Vous avez fait une garde alternée Ouais, garde alternée depuis le départ. Donc ça, c'était... Bon, alors déjà, ces séparations, c'est triste. Sans parler de l'adulte qui fait son choix, quand même un choix très égoïste, je trouve, avec le recul. Je pense que pour l'enfant, alors il doit quand même y avoir des cas particuliers où c'est bénéfique pour le gamin. Je pense que dans l'ensemble, c'est pas bénéfique pour l'enfant. Je pense que c'est un truc, on le reprend toujours dans les dents tout au long de la vie, la séparation. En tout cas, moi, ma fille, ça a été douloureux, elle l'a mal vécu. Moi, j'ai voulu assumer mon rôle de père et j'ai envie de dire, j'ai plutôt rencontré ma fille. Et ça, c'était chouette. C'est que peut-être que je l'aurais pas rencontré si j'étais resté en couple. Je l'ai rencontré. Donc ça, c'était vraiment... et j'ai assumé mon rôle de père. Donc ça, c'était nous. Ce que j'entends souvent dans les gardes alternées, ce que disent les adultes, donc c'est qu'à la fois le plaisir d'avoir son enfant à soi et de pouvoir, comme vous le dites joliment, le rencontrer, et en même temps avoir aussi du temps à soi sans les enfants. Ouais, ça, par contre, on s'y fait très vite. Au début, on est triste, et puis alors après, la semaine où ils sont pas là, dis donc, c'est top. Où on bosse, ou librement, où on a, on a une semaine qui est un peu plus pour eux, et une semaine où on a un peu plus pour nous. Ça, mais c'est quand même très égoïste tout ça. Je pense que le gros point négatif quand même dans ces gardes alternées, et j'en parlais récemment, c'est le nid qui n'est qu'un demi-nid, et l'enfant il a pas de nid, et je trouve, et ça laisse des traces, quoi qu'on en dise. C'est l'enfant, il a pas un nid où se poser, venir toujours au même endroit. Il est une semaine dans un nid, une semaine dans un autre nid, il revient et pour mon expérience personnelle, je pense que ça n'a pas été bon pour ma fille. Alors Philippe, ce que vous dites est très important, et Philippe Hoffman évidemment va réagir dans un instant, c'est lui le spécialiste, mais en effet, on sait que plus les enfants sont jeunes, plus cette histoire de nid peut être problématique. En tout cas, merci de votre témoignage. On fait une petite pause. Philippe Hoffman, vous réagirez à tout ce qu'a dit Philippe avec votre compétence de psychologue clinicien. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Hoffman est avec nous. Nous parlons des familles monoparentales, c'est-à-dire d'un seul parent qui élève son enfant. On a entendu le témoignage de Philippe. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à ajouter, Philippe Hoffman. Alors la première chose que je voudrais ajouter, c'est que les hommes dans les familles monoparentales s'en sortent quand même un peu mieux que les femmes. Parce que souvent ils ont plus de moyens financiers, et puis ils rebondissent peut-être un peu plus vite, et ils recomposent une famille aussi plus rapidement pour la plupart d'entre eux. C'est la moyenne de vie, si vous voulez, d'une famille monoparentale, c'est 5 ans. À part pour les gens, comme je le disais, qui sont dans la précarité, les mères qui sont dans la précarité, et là ça peut durer 10 ans ou plus. Donc là, c'est-à-dire qu'ils restent célibataires, si je puis dire, avec leurs enfants pendant 5 ans en moyenne, c'est ça? Ouais, en moyenne, voilà, en moyenne c'est ça. Donc 5 ans ou moins. Et puis après, ils recomposent une famille avec souvent des enfants de lits différents. Avec d'autres problèmes dont on a souvent parlé dans ces émissions. Voilà, il y a toujours des soucis, mais bon, ce que je voudrais signaler quand même tout de suite, parce que quand Philippe dit ma fille a souffert de ça, elle n'a pas une vie stable et tout, je suis d'accord avec lui, mais en même temps, le lien familial, comme je le disais au début, il a complètement changé. Il y a une précarité de ce lien. C'est aujourd'hui la plupart des enfants dans les pays modernes
vont devoir s'adapter à cette précarité. C'est pas sûr que leurs parents vont rester ensemble toute leur vie. D'ailleurs, il y en a de moins en moins des familles traditionnelles qui restent unies. On arrive à 50%, ou il y en a encore 50% en ville, et puis 66% dans d'autres régions, selon les régions en France. Donc, c'est toujours un petit peu la majorité, mais il reste quand même une grande majorité de familles qui ont été recomposées, décomposées, monoparentales, etc. Et donc les enfants sont bien contraints, malheureusement, de s'adapter. Alors c'est sûr que on a tous ce fantasme, vous savez, d'une famille idéale, stable, qui bougerait pas, structurée, avec des parents qui s'aiment, qui sont attentionnés. Bon, mais ça c'est une illusion un petit peu qui date de l'image d'Épinal des années 50-60. Mais c'est fini. C'est fini depuis fort longtemps. Et donc, mais on peut pas dire ça aux enfants. Oui, bien sûr, mais est-ce que, parce que c'est important peut-être de le dire à ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un âge qui est plus facile? Est-ce qu'il faut essayer de rester quand même ensemble, par exemple, dans les 2 premières années de l'enfant? Enfin, qu'est-ce que vous diriez, vous, Philippe Hoffmann? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que on peut pas donner de conseils comme ça, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a beaucoup de séparations conjugales de plus en plus précoces. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils font un enfant, ils ont un désir d'enfant, et dès que la femme est enceinte, le conjoint, souvent l'homme, s'en va. Plein de raisons, parce que il a peur d'être père, parce que il perd sa place d'enfant auprès de sa femme, enfin, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a de plus en plus de séparations conjugales. Et donc, ça pose vraiment un souci à la société. Et bien sûr que nous, on préfère que les couples restent stables au moins les premières années de la vie. On va dire les 3 premières années au moins. Vous voyez ? D'accord. Et que ça, c'est important, et que les 2 parents s'impliquent dans... Oui, c'est ce que j'entends souvent. C'est-à-dire que les 3 premières années, pour un enfant, changer sans arrêt de domicile, c'est très, très perturbant. C'est très déstabilisant. Oui, très, très déstabilisant. Donc, et même d'ailleurs, quand il y a séparation conjugale, on conseille que, par exemple, ce soit la mère qui garde le petit, et que le père le prenne occasionnellement. Ou carrément le voit dans la maison de la mère. Oui, mais qu'il y ait ces repères, parce que l'enfant a besoin d'un cadre, de repères, de fiabilité. Alors, ce que j'ai parfois, excusez-moi, je vous coupe, Philippe Hoffmann, mais c'est parce que c'est toutes les questions qui me viennent et qui certainement intéressent les auditeurs. Certains disent que l'idéal, ce serait que l'enfant reste dans le même appartement et que ce soit les parents qui changent d'appartement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce qui me paraît assez compliqué, mais sur le plan financier, en tout cas. Non, mais même, il faut pas donner tout ce pouvoir aux enfants. C'est sûr que les enfants sont victimes intéressant, de votre la séparation conjugale. Mais donner tout ce pouvoir aux enfants qui vont décider où ils vont vivre, avec qui ils vont vivre, etc. C'est vraiment les considérer comme des petits adultes. Alors, il faut les respecter, il faut essayer d'apaiser leurs souffrances, mais il faut toujours les laisser à leur place d'enfants et d'adolescents. Ils peuvent absolument pas décider de la vie des adultes, même si la vie des adultes est tordue. D'accord. Bon. Je crois qu'on a déjà bien répondu à certaines questions. On va continuer évidemment tout au long de ces 2 heures grâce à vos témoignages et notamment grâce au témoignage d'Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, racontez-nous. Vous en êtes où, vous ? Eh bien, moi, j'ai divorcé il y a 9 ans. Oui. Mes enfants l'aîné avait 19 ans et la plus jeune avait 12 ans. Et je pensais que ça serait plus simple puisqu'elles étaient grandes. Et au final, c'est l'aîné qui l'a très très mal vécu. Ah oui. Donc je pense que quel que soit l'âge des enfants, même si c'était nécessaire et que c'est parce qu'elles m'ont fait prendre conscience que c'était plus possible de rester de vivre comme ça, et qu'il fallait absolument que je parte. Et même si vraiment c'était mieux pour tout le monde, elles l'ont très très mal vécu. Et pour ce qui concerne les repères,
Elles ont 7 ans d'écart, donc elles étaient assez éloignées quand même l'une de l'autre. Et à partir du moment où on a divorcé, elles se sont soudées et en fait elles faisaient référence l'une à l'autre. Elles étaient la référence l'une de l'autre en fait. Donc elles étaient leur propre stabilité. Donc elles étaient vraiment tout le temps ensemble et elles se sont mutuellement protégées, vraiment. Et par contre, on avait adopté une garde alternée complètement, pas un peu atypique. On leur avait demandé ce qu'elles voulaient, elles, quels étaient leurs besoins principaux. La petite avait demandé à rester dans le même quartier et l'aînée s'en fichait un peu parce qu'elle avait sa voiture, mais la petite avait demandé quand même à ce qu'on reste dans le quartier pour pas qu'elle change de collège, pour qu'elle reste autour de ses copines. Et c'est ce que j'ai fait moi. Après, leur père est parti vivre un peu plus loin, mais moi je suis toujours dans le même quartier et voilà. Et on faisait 15 jours. Parce qu'elles étaient ados, elles avaient demandé ça. Oui. Et qu'est-ce que disait votre fille aînée de 19 ans elle vous en voulait à tous les deux? Elle avait pris position? À moi, parce que c'était moi qui suis partie. À moi. D'accord. Oui, à moi, parce que après, même si c'était, il fallait le faire, hein, c'était nécessaire, voilà, il y avait une souffrance familiale qui était importante. Elle nous en a voulu parce que elle avait 19 ans, il lui restait quelques années à rester à la maison, c'était sa chambre, c'était sa maison, c'était notre foyer, c'était c'était bien en fait, on était bien. C'est un peu la peur du changement. Oui, et puis c'est un peu l'égoïsme des ados, hein, Isabelle. Oui, mais non, je me dis pas ça. C'est juste qu'après, on parlait de précarité. Là, tout à l'heure, vous disiez que effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont en situation précaire après le divorce. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai pas pu avoir un logement avec 3 chambres, donc elles se sont retrouvées. J'ai eu un logement avec 2 chambres. Elles voulaient pas partager la même chambre. Donc l'aînée avait choisi. Moi, je voulais dormir dans le salon et leur laisser des chambres. L'aînée n'a jamais voulu. Donc ça a été un peu compliqué. Puis on s'est pas senti bien dans les logements. C'était des appartements, mais on n'avait jamais vécu en appartement. Donc ça a été très très long pour retrouver des marques et retrouver une stabilité en fait. Donc on a eu des petits appartements où l'aîné dormait dans le salon. Il a fallu tout recadrer, mettre des règles parce que c'était difficile, mais au final on s'est vraiment soudés toutes les 3. Et moi j'ai vu beaucoup de jolies choses en fait. Alors c'est intéressant votre témoignage parce qu'on voit bien la difficulté que vous rencontrez au moment de la séparation et comment vous avez réussi parce que vous étiez sans doute suffisamment stable à l'intérieur de vous-même pour que tout ça se règle. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein, Philippe Hoffman. Non, mais là, Isabelle, vous avez réussi effectivement à trouver un équilibre alors que vous étiez complètement déséquilibré. Et puis, il faut saluer un peu la posture de votre fille aînée là qui vous a dit non, il n'est pas question que tu n'aies pas de chambre. Moi, je préfère dormir dans le salon parce que j'ai pas trop envie de dormir avec ma petite sœur. Bon, mais c'est plutôt et du coup vous vous êtes retrouvées toutes les 3 très soudées, hein, parce que vous dites que vos 2 filles sont soudées, mais j'ai l'impression que vous aussi vous êtes bien soudées à vos filles. Bon, c'est souvent le cas, hein, les mères et les filles sont très très proches, mais là c'est encore plus. Et donc de toute façon, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Le problème de la séparation, il n'est jamais vraiment facile, même si c'est un fait de société qui est de plus en plus répandu. C'est pas pour autant que les enfants ou les adolescents le digèrent, parce que pour n'importe quel enfant ou n'importe quel jeune, l'idée que la famille éclate, que les références ne soient plus là, c'est très douloureux. Et presque, on peut comprendre d'ailleurs la réaction de votre fille aînée, parce que elle s'était habituée à ce cadre-là. Et à la limite, même si vous vous engueuliez un petit peu avec votre mari, elle tolérait ça parce que elle avait tout son confort, ses amis, son établissement scolaire, etc. Et elle avait sa maison. Et elle a tout perdu. Donc c'est vrai que quand on perd sa maison, c'est-à-dire son territoire, qu'on doit s'adapter à autre chose et que on a du fait d'une séparation, on est un peu furieux, on est un peu en colère et il y a de quoi. Hein. En règle générale, ça dure pas des années non plus. Hein.
Oui, et c'est normal, c'est Oui. tout à fait normal. Ça fait une rupture, ça fait. Après, ça remet tout en question. Et puis, d'autant plus que, moi, je travaillais à temps partiel, donc pour se reloger, il fallait gagner 3 fois le montant du loyer, c'était impossible. Donc, au début, j'ai eu vraiment eu peur. Les agences m'ont raccroché au nez. C'était difficile, et c'est parce que ma fille aînée, après, a pris un contrat étudiant en CDI pendant ses études, que j'ai pu l'ajouter sur le bail et qu'on a pu, après, reprendre une vie plus sereine. Mais franchement, ça a été difficile, oui. Après, même si on s'est soudés, même si on s'est rapprochés, ça a été compliqué. J'avais 2 ados à la maison. Mon ex-mari a refait sa vie assez vite. Et du coup, c'était un autre environnement avec d'autres enfants, avec une autre femme à la maison, et puis des incompatibilités aussi certaines. Et ça a été très très difficile. Ça a été très difficile parce que quand elle rentrait chez moi, moi j'ai vécu seule tout le temps. Enfin, je suis toujours célibataire, mais elle se déchargeait sur moi parce que après j'accueillais, je recevais, mais il y a eu des moments où ça a été très très dur, très très dur. Votre témoignage montre bien, à la fois, vous aviez pas le choix, il fallait partir, mais le prix de la liberté est parfois cher payé, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan psychique. Et c'est ça que je trouve intéressant dans l'émission qu'on fait aujourd'hui, parce que je pense qu'on va entendre de toute façon tous les revers, si je puis dire, de ces séparations avec des enfants. Quand il n'y a pas d'enfant, finalement, Philippe Hoffmann, la séparation, elle est forcément toujours aussi difficile. C'est toujours un échec de se séparer. Mais il n'y a pas toutes ces difficultés, quoi. On reste en couple parental jusqu'à la fin, en fait. Bien sûr, évidemment. Il faudrait, en tout cas. Il faut s'entendre après, oui. Après, il faut s'entendre, il faut s'entendre sur tout, il faut s'entendre, il y a l'amertume, moi je suis partie, il a mis du temps à l'accepter, à le digérer, ça a été dur, et ça l'est toujours. Aujourd'hui, on se parle plus, il ne parle plus du tout. Mais ça, j'ai cru, moi, qu'il allait se rapprocher de ses enfants et qu'on allait former un couple parental beaucoup plus serein, mais c'était utopique. Vous savez, il faut être 2 adultes pour arriver à communiquer intelligemment après une séparation, et c'est pas toujours le cas. Merci en tout cas, merci beaucoup Isabelle de votre témoignage. On va faire une petite pause, on continue avec Sonia qui va à son tour témoigner Philippe Hoffmann. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Hoffmann est avec nous, vous êtes psychologue clinicien, on évoque les familles monoparentales. Si vous-même, vous avez été élevé dans une famille monoparentale et que vous êtes adulte aujourd'hui, merci de témoigner pour nous dire justement ce qui a été difficile pour vous, comment vous vous êtes adapté. En tout cas, pour l'instant, c'est Sonia qui est avec nous. Je ne sais pas, vous avez entendu le témoignage d'Isabelle, Sonia ? Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. J'ai écouté la fin. Bonjour. Oui. Où je me retrouvais un peu dans la même situation. Ouais. Donc, allez-y, racontez-nous ce que vous avez envie de dire. Alors moi, je me suis séparée du père de mes enfants il y a 7 ans. Aujourd'hui, mon fils a 22 ans et ma fille a 16 ans. Ça a été une période très difficile parce qu'on s'est séparés en été, donc fallait que je trouve un autre logement. Et que je scolarise aussi mes enfants. Donc pendant un mois, j'ai dû habiter chez mes sœurs. Donc on était 2 familles dans la même maison. Et ensuite, j'ai trouvé la ville où je voulais habiter. J'ai pu trouver un logement, donc un F2 pour 3 personnes. C'était petit, donc pareil, mon fils dormait dans le salon. C'était sa chambre, en fait, c'était sa chambre, le lieu de vie. C'était compliqué. Lui, il a très mal vécu cette séparation parce qu'on habitait en pavillon, on était entre guillemets heureux, donc il comprenait pas que j'ai pu demander le divorce. Et ça a été très très difficile il s'est renfermé en fait. Les premières années, il était en difficulté parce qu'il savait plus qui il était, ce qu'il voulait dans la vie.
J'avais très peur pour lui. Il a arrêté ses études. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et ça lui a permis aussi de faire un point sur lui. Il a lu beaucoup de livres sur la psychologie, pour apprendre, en fait, pour savoir qui il est vraiment et ce qu'il recherche dans la vie. Donc ça, c'est le point positif dans tout ça. Financièrement, c'était très difficile aussi. Et puis maintenant, il est parti de la maison. Il n'y a plus que ma fille et moi. Mais voilà, c'était plusieurs années difficiles. Il avait 15 ans, hein, si je calcule bien, quand vous partez. Oui. On le voit, hein, Philippe Hoffmann, finalement, on a toujours l'impression que c'est plus difficile pour les tout-petits, mais on voit bien, la fille d'Isabelle avait 19 ans, le fils de Sonia avait 15 ans, et c'est des âges où on est déjà en pleine perturbation d'adolescence, si je puis dire, et en plus, quand tout d'un coup, il faut changer de vie, c'est compliqué, hein. Oui, on est dans la 12e période de l'adolescence, c'est-à-dire la période existentielle, la période où on se pose la question sur l'avenir, sur le fait de devenir un homme, une femme, qu'est-ce qu'on va faire de soi, de sa vie, etc. Et donc, si à ce moment-là où on se pose des questions comme ça sur une notion très incertaine qu'est l'avenir et la formation, le devenir d'être un homme ou une femme, et qu'à ce moment-là il y a justement une séparation conjugale, ça vient des parents, ça vient complètement déstabiliser tout le questionnement interne des jeunes. Et ils sont perdus et là à ce moment-là ils peuvent vraiment tomber de haut parce que ils sont déjà très inquiets, très incertains, ils savent pas trop vers quoi ils vont aller et donc comme l'a très bien expliqué d'ailleurs Sonia, il faut du temps après pour refaire un travail sur soi, pour comprendre le sens de la vie et pour accepter que dans le fond on va construire sa vie à soi et que même si les parents sont séparés, il va falloir qu'on se débrouille avec ça. Et donc c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est plus on avance en âge dans l'adolescence, plus on a besoin de références aussi stables par rapport aux parents, même si par exemple c'est des parents séparés depuis un moment, s'ils ont un discours cohérent et stable, ça rassure le jeune par rapport à ses engagements futurs. Mais si c'est à ce moment-là que tout s'effondre, alors là, c'est plus compliqué. Mais alors, Philippe Hoffmann, on entend, vous l'aviez dit tout à l'heure, 50% des familles se séparent. Ces enfants qui donc voient le couple parental qui n'arrive pas à s'aimer toute sa vie, ça explique un petit peu quand même pourquoi il y a autant de jeunes aujourd'hui qui croient plus trop au mariage, à l'engagement, à tout ça, non ? Bien sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est déjà l'avenir dans tous les domaines, il est extrêmement incertain. Donc l'histoire du prince charmant et de l'engagement éternel, on y croit de moins en moins. Et même les jeunes. Ouais. Oui. On peut l'imaginer. Sonia, qu'est-ce que aujourd'hui, je suppose, c'est vous qui aviez choisi le divorce ou c'était votre compagnon ? C'était moi et le père de mes enfants, ce qu'il a fait, c'est je lui avais fait envoyer un courrier par l'avocat, parce qu'à chaque fois que je lui parlais de divorce, donc il refusait. Et donc je suis passée à l'acte, je suis allée voir une avocate qui lui a envoyé un courrier et il a pris ce courrier, il l'a montré à mon fils, il lui a dit regarde ce que ta mère elle nous fait. Et je pense que ça a joué aussi. C'est violent. Oui. Ouais, c'était surtout que votre fils n'était pas du tout au courant. Il n'avait pas. Non, il n'était pas du tout au courant, non. De votre désir de séparation. Non, pas du tout. Et je pense que ça a joué aussi sur son mal-être et tout le reste. Alors ça, Philippe Hoffmann, on va le dire, mais je pense que c'est tellement évident. Attention, généralement, l'idéal, c'est que les deux parents parlent ensemble aux enfants de la séparation, hein, dans un premier temps. Oui. Ah oui, mais en même temps, Brigitte, vous le savez, il n'y a pas de séparation sans violence. Hein. Donc c'est quelque chose qui malheureusement est humain, quoi. Hein. Et donc dans toutes les séparations, et moi Dieu sait que j'en ai vu en consultation,
eh bien, et en suivi thérapeutique, c'est vraiment il y a des horreurs quoi, qui se font de la part de l'un ou de l'autre, que ce soit les femmes ou les hommes d'ailleurs. Et on utilise très souvent les enfants comme un enjeu de cette séparation. On les manipule, on fait en sorte que s'il y a une famille recomposée de l'autre côté, ils bousillent le couple nouveau. Enfin, on s'en sert comme des armes, contre l'autre parce qu'on est complètement impuissant et on se sert de ce qu'il y a de plus précieux pour l'autre et ce qui reste pour la vie, c'est-à-dire le lien filial. Et c'est sordide, bien sûr. Et puis il y a des enfants, vous avez raison Sonia, il y a des ados ou des enfants qui sont percutés par ça. Ils étaient tranquilles dans leur petite vie adolescente avec leurs petits soucis, leurs petits problèmes existentiels, et puis d'un seul coup, bang, le problème des parents leur tombe dessus et ils n'ont pas envie de s'en mêler, mais les parents sont là. Oui, ton père est un salaud, ta mère est ceci, etc. Enfin bon, et d'un seul coup, ils sont percutés quoi, et ils tombent vraiment de haut. Donc c'est sordide. Heureusement que les juges aux affaires familiales sont là pour calmer le jeu et les médiateurs aussi, mais il y a toujours une période très 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 difficile. Oui. Mais après, on en a parlé avec mon fils et aujourd'hui il comprend, il me dit effectivement vous étiez très différents l'un et l'autre et je comprends que ça n'ait pas fonctionné. Mais il y a eu quand même ce traumatisme et... Mais là où vous avez, enfin, ce qui est bien, c'est que votre fils a su faire un travail pour nettoyer ses blessures affectives. Et finalement, c'est peut-être ce qu'on pourrait dire quand un ado va pas bien, il faut peut-être ne pas hésiter à essayer d'aller le faire parler à quelqu'un comme vous, Philippe Hoffmann, parce que finalement, bien sûr. les mots servent à calmer la douleur. Oui, mais d'ailleurs, je pourrais vous donner quelques astuces, quelques petites pour pallier tous ces manques et tous ces écueils et tous ces effets que ressentent les enfants. Par exemple, souvent, je pense que faut voir un peu qu'est-ce qui existe comme lien élargi, comme lien familial. Alors, ça peut être les grands-parents, mais ça peut être aussi les oncles, les tantes, et puis aussi les amis. Si on a des liens amicaux, alors bon, même quand il y a séparation, souvent les liens amicaux ils sont mis à mal, mais et pouvoir confier les enfants dans différents lieux, dans d'autres milieux où c'est où c'est plus tranquille, où c'est plus structuré, ou je ne sais quoi, et où il n'y a pas cette tension, cette violence, surtout au début de la séparation. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il ne faut pas rester en vase clos. Oui, ça c'est important ce que vous dites évidemment. Merci beaucoup Sonia. Philippe Hoffmann, on se retrouve après les infos. Je vous donne une petite devinette. Quel est le point commun entre la mort et la connerie? Je vous laisse le temps des infos pour le trouver. Et bien sûr, je vous invite à nous rejoindre 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Hoffmann est avec nous, psychologue clinicien. On parle aujourd'hui des familles monoparentales, donc ces hommes, ces femmes qui élèvent seuls leurs enfants après la plupart du temps une séparation. On l'a vu dans cette première heure, une séparation qui évidemment est toujours compliquée, difficile et qui laisse des traces aussi bien pour le parent que pour les enfants. On va continuer à évoquer tout ça avec Annick qui nous a rejoint dans un moment. Et puis si vous-même vous avez été enfant dans une famille monoparentale et que vous avez envie de dire comment vous avez souffert et comment vous avez rebondi, eh bien, on vous invite évidemment à nous rejoindre au 0826 300 300. Philippe Hoffmann, quel est le point commun entre la mort et la connerie? Je crois que ni l'un ni l'autre ne se rend compte de son état. Bravo, c'est tout à fait ça. Dans les deux cas, c'est pas le mort ou le con qui souffre, mais c'est ceux qui sont à côté qui souffrent. Et oui. C'est voilà. Bon, bravo. Ça aussi, oui. Bravo. Annick, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Hoffman. Merci Bonjour. de témoigner, Merci de me- Annick. Je vous en prie, Merci de me allez-y. donner la parole. Non, moi j'ai été amenée à vivre sur une courte période, en fait, une situation de séparation avec mon mari et notre fils au milieu qui avait à l'époque 13 ans au collège. Et donc je me suis longtemps en fait questionnée sur si c'était préférable de faire cette coupure ou de se garder dans une situation où la tension était palpable en permanence, voire des réactions verbalement violentes, etc. Donc pour un enfant et pour s'épanouir, c'est pas idéal. Donc c'est moi qui avais pris la décision de partir et de m'installer ailleurs. Alors, c'est intéressant, Annick. Je rebondis sur ce que vous venez de dire parce qu'on l'a entendu tout au long de l'émission et je pense que c'est vraiment important aussi que Philippe Hoffman réagisse. En fait, il y a un moment donné, on sent que le couple ne fonctionne plus, mais pour l'enfant, on n'arrive pas à partir tout de suite. C'est un peu ça que vous dites. Combien de temps ça dure et qu'est-ce qui se passe? On tergiverse, on pèse le pour et le contre. Qu'est-ce que vous diriez? C'est moi, vous parlez ou c'est Monsieur Hoffman? Oui. Non, c'est vous d'abord, et puis après... pardon. Oui, c'est ça, on tergiverse et on se dit qu'on veut protéger, et en même temps, il y a toujours ce lendemain où c'est... Ou des choses qui font que on tourne en rond dans un phénomène pas du tout constructif. Donc à un moment donné, il fallait que je prenne la décision de couper court à tout ça. Et en fait, il avait vu aussi un peu des psys pour accompagner. Enfin, même s'il est bien conscient de la situation, l'enfant, mais c'est pas un truc à lui faire subir. Donc c'était à un moment donné reprendre les rênes et même, mais avec cette non-envie de couper quand même la famille, mais le besoin de se faire cette pause d'aération là, et donc combien de temps ça a duré? Combien d'années? Eh ben en fait, on a toujours gardé le lien. Alors ça a duré 6 mois en fait, parce que derrière, il y a quand même eu une bonne volonté de pas me mettre en porte-à-faux, d'essayer de reconnaître ses fautes de la part aussi de mon mari. Donc et on a fait une démarche thérapeutique qui nous a aidés. Mais moi je pensais que j'allais vers le divorce et qu'on allait mettre en place quelque chose que ça allait me libérer. Mais en même temps, justement, quand vous avez amené ce sujet, moi ce que j'ai trouvé compliqué, c'est finalement chacun en tant que parent seul trouver sa place auprès de l'enfant qui va profiter. Moi, il profitait de peut-être gentillesse pour aller plus vers des jeux, etc. Parce qu'il a l'âge, et c'était difficile d'avoir l'autorité en fait, de garder cette autorité mais dans ce contexte. Oui, ce que vous dites, moi je l'entends plus du côté des pères d'ailleurs. J'entends des pères qui alors c'est plutôt la mère qui témoigne dans l'émission, mais j'entends des pères qui, parce qu'ils se sentent un peu coupables d'être partis parce qu'ils ont rencontré une autre femme, qui vont tout pardonner à leurs enfants et qui finalement vont être un petit peu laxistes. Philippe Hoffman, qu'est-ce que vous diriez? Oui, alors souvent quand il y a des séparations conjugales, il y a aussi il y a de la culpabilité des deux côtés, et en particulier ça joue beaucoup avec les enfants, et les enfants aussi jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ils essayent de se débrouiller avec tout ça, et ils jouent aussi avec cette culpabilité. Des fois, ils manipulent l'un et l'autre pour obtenir des objets, des choses, des libertés, etc. Et on arrive, comme ils vous connaissent très bien, ils arrivent plus à manipuler l'un que l'autre. Et dans les familles monoparentales, pour en revenir à elles, comme c'est la maman qui doit tout assumer, mais même des fois dans les familles dites traditionnelles, c'est souvent la mère qui a surtout au niveau de l'éducation. Du coup, c'est plus compliqué. Enfin, on peut rouler dans la farine sa mère, mais on peut pas tout obtenir parce comme elle est chargée de l'éducation, elle est aussi chargée des limites, du permis, du défendu, du suivi scolaire, de tout un tas de choses. Alors que les pères, pour certains, pensent que ce qu'il faut, c'est passer du bon temps avec leurs enfants, avoir des loisirs, etc. Ce qui est pas mal, mais c'est pas suffisant.
Et de toute façon, quand l'enfant grandit, il a besoin aussi de savoir vraiment qui est son père en tant que père responsable. Et il n'a pas besoin, il n'a pas uniquement besoin de partager du bon temps avec lui. Hein. Donc c'est bien de partager du bon temps avec ses enfants, mais il faut pas que ce soit d'ailleurs à sens unique, et que il faut aussi que les femmes puissent le faire. Hein, et qu'elles ne fassent pas que les tâches quotidiennes et tout ce qui est pénible, quoi. Donc, moi, je trouve que, dans la question que disait Brigitte sur combien de temps la tension peut durer, et vous avez, Brigitte a raison, c'est-à-dire que on a toujours ce fantasme en tant que parent que on va tenir le coup le temps que les enfants grandissent. C'est ça. Mais il y a une chose aussi, c'est que pendant que les enfants grandissent, nous on vieillit. Oui. Et après, c'est compliqué de refaire sa vie, de s'occuper même de soi. Donc là, on est vraiment dans une conduite de sacrifice. C'est pas mal de se faire aussi. Donc, il ne s'agit pas d'être égoïste, mais il s'agit quand même aussi de s'occuper un peu de soi. Et d'ailleurs, les enfants vont mieux quand on s'occupe bien de soi. Quand les parents s'occupent mieux de soi. Voilà une parole rassurante pour ceux qui sont en train d'hésiter à se séparer. Annick, je vous laisse réagir, allez-y. Oui, merci. Non, c'est vrai que c'est beaucoup de questions que je me suis posées en ce sens. Moi, j'aurais envie de dire oui à tous ces couples qui sont en phase de déchirement ou de difficultés. C'est vrai que souvent créé par l'arrivée d'un enfant qui va tout un peu chambouler le rythme, et puis en tant que femme, comme vous disiez, sa position par rapport au reste. Moi, j'ai personnellement plus ou moins arrêté de travailler depuis, donc j'essaie de trouver quand même aussi mon rôle dans tout ça, c'est garder l'équilibre, mais en fait, c'est vrai, il faudrait pouvoir se donner ce temps-là de pause, ne serait-ce que, mais c'est pas permis à tout le monde non plus, mais c'est aussi revaloriser, de prendre la distance dans le couple et avec l'enfant, de toucher du doigt ce que ça veut dire, d'être séparé aussi, d'avoir son enfant pas tout le temps avec soi, et de comprendre aussi ce qui est important pour nous, ce que l'on peut changer. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait réaliser. Alors, c'est un peu idyllique, hein, puis plus d'un m'ont dit mais Annick, tu devrais pas retourner, et depuis je crois qu'on a réussi à réadapter les choses et rééquilibrer, et moi ça m'a énormément apporté. C'est vrai que j'ai tendance à prôner quand même ce côté garder la famille, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir aussi identifier là où on est en déséquilibre, soi-même, maman ou papa, dans la relation. Visiblement, oui, vous avez eu la chance, vous avez posé un ultimatum qui a fait réagir votre compagnon, et vous avez eu la chance qu'il ait réagi dans le bon sens, et aujourd'hui, j'ai bien compris, vous êtes encore ensemble. C'est chouette aussi votre témoignage, parce que vous avez osé tirer une sonnette d'alarme, et il a entendu, et bon, c'est chouette. Bon, bravo. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est un sujet vraiment important, et puis pour contribuer à la bonne réalisation de chacun de nos enfants, quel que soit effectivement ce qu'ils vivent avec leurs deux parents ou leurs parents séparés, c'est aujourd'hui quelque chose qui... Ouais, mais il n'y a pas de recette miracle, visiblement, quand on écoute tout ce que vous avez à nous raconter. Il n'y a pas de recette miracle. Merci beaucoup, Annick. On fait une petite pause. Merci Philippe. à vous. Je vous en prie, merci à vous. Philippe Hoffmann, on se retrouve dans un instant, et on continue bien sûr avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Hoffmann. Philippe Hoffmann, on parle des familles monoparentales. On a entendu beaucoup de témoignages, et j'ai quand même l'impression que tous vont un peu dans le même sens. C'est loin d'être facile, et c'est évidemment compliqué et pour les parents et pour les enfants, mais ça, on s'en serait un peu douté. Séverine est avec nous maintenant. Bonjour Séverine, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour. Je vais pas déroger à la règle c'est difficile pour tout le monde, et surtout pour les enfants. Moi, j'ai un fils de 9 ans. Je me suis séparée quand il avait 4 ans, donc avec un divorce. Et c'est très dur, quoi. Voilà.
Donc moi je fais suivre maintenant mon enfant, enfin depuis toujours en fait, je le fais suivre par un psychothérapeute parce qu'il est entre autres dans un conflit parental assez rude, et puis je suis pas du tout aidée du côté du père parce que c'est toute ma faute évidemment. Et puis en fait il me dénigre moi, il dénigre ma famille, voilà. Et oui. Donc il prend, quand il a son fils, vous êtes une mauvaise mère, quoi, une mauvaise femme même. Ouais, voilà. Oui, et voilà. Et puis il l'utilise effectivement. C'est vraiment une utilisation. En plus, Philippe Hoffman, de 4 ans à 9 ans, c'est des âges où on est très très perméable à tout ça, j'imagine. Ah oui, de toute façon, il n'y a pas d'âge idéal. Vous avez vu, même les grands ados, ils sont par ça. Alors c'est encore c'est sûr que si vous êtes séparés il y a 5 ans, votre fils il était en pleine période d'Ipienne, donc il était en pleine période où justement il était en train dans son psychisme, si vous voulez, d'équilibrer les choses entre son papa et sa maman, avec des jeux de séduction, etc. Et donc quand on vient briser ça, là, c'est pareil, c'est un moment de développement que connaissent tous les enfants sur Terre. Donc, et quand on vient briser ça, parce qu'il y a une séparation dans la réalité, l'enfant, il n'a plus accès en fait à son imaginaire. Il peut plus se fabriquer des scénarios en disant voilà, je vais épouser maman, je vais tuer papa, puis après non, je le tuerai quand même pas. Ça va être mon copain. Alors on va faire semblant, on va jouer au cow-boy et je pourrais le tuer à ce moment-là. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de scénarios, de jeux, d'imaginaire qui permettent de passer cette étape qui est importante pour l'évolution de l'enfant et qui permet après, par la suite, de se faire une bonne image en fait de la figure parentale et de partir dans la vie avec une image solide des parents, même si un jour les parents se séparent, au moins on aura eu ça. Mais quand à cette période-là de la vie, on est complètement bousculé par la réalité et par une vraie séparation, eh bien c'est très dur parce que l'enfant n'arrive plus véritablement à faire la part de ses rêves, de ses rêveries et de la réalité, et il en souffre beaucoup. Et en plus de ça, comme ils sont tout petits, ils sont très manipulables. Donc, si ils ont une maman qui leur dit je t'aime, t'es mignon, t'es formidable, mais bon, on s'entendait plus avec papa, on s'est séparés, et que de l'autre côté il y a un papa qui dit oui, ta mère, elle fait n'importe quoi. Elle aurait dû rester, je comprends pas, tu vois, c'est de sa faute. Bon, c'est sûr que l'enfant, il comprend rien. Il va pas aller forcément du côté du père ou de la mère, mais il comprend plus. Il est perdu. Et quand un enfant de cet âge-là est perdu... Oui, allez-y, Séverine. Oui. Non, c'est très marrant. C'est marrant, non, c'est pas marrant, mais vous voyez, je viens juste de comprendre avec ce que vous dites, comme quoi ça le casse un peu dans son imaginaire. C'est que mon fils, il a jamais vraiment joué avec tout ce qui est Playmobil, personnages, vous voyez, avec tout ce qui est... il a jamais vraiment développé son imaginaire avec des jeux comme nous. Moi, je pouvais jouer au Barbie et m'inventer plein d'histoires. Lui, il a jamais fait ça, en fait. Mais donc, oui, je viens juste de comprendre que peut-être que ça a joué effectivement dans son développement du jeu en autonomie avec des personnages, en fait, voilà, du personnage. Ouais, alors l'avantage de la psychothérapie aussi, c'est que justement, quand on fait des psychothérapies d'enfants, on utilise beaucoup le jeu et le dessin. Oui, et ça les aide à développer leur imaginaire. Ouais. Ouais, alors mon fils, moi, du coup, je le fais suivre, et c'est vrai parce que petit, il me faisait beaucoup de crises où il avait le plexus solaire complètement bloqué, et en fait, comme il parlait pas, il avait pas encore tous les mots vraiment pour s'exprimer, et en fait, quand il n'allait pas, il me faisait des crises où ça pouvait durer une demi-heure, et on sentait qu'il était complètement bloqué. Moi, je me sentais impuissante parce que je savais pas vraiment ce qui se passait, et donc, j'ai commencé à le faire suivre, et puis maintenant encore aujourd'hui, il fait psychothérapie, il fait psychomotricité, et là j'ai même pris une éduque spécialisée à domicile pour parce que il est quand même un peu, il peut être violent dans ses comportements, quoi. Donc plus ça grandit les enfants, et plus faut quand même faire face, quoi.
Donc, alors voyez, c'est c'est un maximum, mais c'est pas évident parce que derrière, moi, j'ai toujours un ex-mari qui se pointe n'importe quand. En fait, il s'impose en fait n'importe quand. Lors de passation, ça lui arrive même de m'insulter. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Séverine, votre témoignage me touche beaucoup parce que non seulement vous faites tout ce que vous pouvez pour votre enfant, mais on voit à quel point cet homme profite de l'enfant pour continuer à maintenir un lien qui n'existe plus pour vous, quoi. Ouais, et donc vous êtes vraiment prise entre le marteau et l'enclume. Franchement, bon courage parce que c'est une situation en plus qui risque de durer encore quelques années. Qu'est-ce qui vous permet de tenir? De tenir, c'est que déjà, moi, j'ai un entourage qui est beaucoup plus conséquent parce qu'avant j'étais isolée, donc je suis partie de cet isolement. Donc ça va faire 3 ans qu'on est parti. Et puis moi j'ai ma famille à côté. Donc comme vous disiez Philippe tout à l'heure, le fait de vraiment mettre les enfants dans différentes situations avec des gens qui sont sains, parce que moi mon ex-mari n'est pas sain. Du coup de le mettre dans la famille avec les oncles, les tantes, les amis, de recevoir des copains, dormir à la maison, de même occasionnellement qu'il aille dormir chez des gens tout à bien dormir, voilà, de le mettre dans différents lieux, d'avoir des psys qui le soutiennent et qu'en fait et de lui faire développer son esprit critique et de voir que en fait les gens sont différents et que les règles vont être différentes et que du coup, ça les met dans des situations, différentes de ce que le père veut bien lui faire croire. Et quelque part, finalement, peut-être que plus tard, ça sera une richesse, même si là, pour l'instant, c'est difficile. On va laisser Philippe Hoffman vous répondre, Séverine, dans un instant. Et puis, si vous avez une question plus précise, si vous voulez profiter de sa présence pour lui poser une question, vous aurez la parole aussi dans un instant. On se quitte, mais on se retrouve tout de suite. Et puis, nous avons Iris également qui pourra témoigner ensuite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Hoffman est avec nous, psychologue clinicien, auteur de L'impossible séparation entre les jeunes adultes et leurs parents. C'était aux éditions Albin Michel. On continue ce thème, les familles monoparentales, avec Séverine qui parle donc de son fils qui a 9 ans aujourd'hui. La séparation, il avait 4 ans. Le père qui le montre beaucoup contre vous, Séverine. Philippe Hoffman, ce gamin-là, ça fait déjà 5 ans qu'il traverse cette période de turbulence parce qu'il n'y a pas d'autre mot. On peut espérer que finalement tout ça va le faire grandir et qu'il aura une capacité d'adaptation supérieure à la moyenne ou qu'est-ce que vous diriez? Moi je pense que là, Séverine, elle a mis beaucoup de choses en place pour l'aider, psychothérapie, psychomotricité, aide à domicile, elle accepte de se faire aider parce que très souvent il y a des familles où et certaines mères d'ailleurs pensent que parce que tout assumer toute seule, il faut qu'elle continue à assumer toute seule. Alors qu'en fait, plus on aide un enfant quand il est très jeune, comme ça, plus on a des chances que plus tard il soit mieux armé, parce qu'il y a des effets qui sont pas toujours immédiats d'ailleurs, des effets thérapeutiques et qui renforcent le moi, le narcissisme des enfants, leur estime d'eux-mêmes et qui font qu'à l'adolescence ils sont moins torturés et que quand ils deviennent des hommes et des femmes, ils sont plus équipés. Donc il faut pas, si vraiment vous avez un enfant qui va pas bien, vous avez la possibilité de le faire aider, il faut pas s'en priver. Et vraiment, c'est important. Tout comme je conseille aussi quand on est séparés et que c'est d'aller très régulièrement voir comment ça se passe à l'école, rencontrer les professeurs et si possible avec le père, ou avec quand on est une mère seule. Bon, des fois c'est pas toujours simple. Donc en plus là, nous avait dit que déjà des bébés, il avait des crises d'angoisse avec des blocages respiratoires. Donc c'est vraiment une indication pour que cet enfant soit aidé et suivi. Mais ce que je veux dire par là, ce que je voudrais dire, c'est quand même de positif dans tout ça, c'est que
d'abord, les enfants qui sont aidés s'en sortent mieux, mais il faut aussi mettre en place des choses pour que, comme le disait Séverine, pour que vraiment ils aient des possibilités de s'adapter un peu partout à différents milieux. Et par exemple, au niveau associatif, c'est pas mal, surtout pour des enfants uniques, d'essayer de leur faire des sports collectifs. Alors, s'ils aiment pas trop le foot, s'ils ont un peu de crainte à ça, faut leur faire, faut déjà se renseigner, savoir comment sont les instructeurs, et puis voir s'il y a un club de basket, de rugby, de foot, de je ne sais quoi. Enfin, le rugby, c'est un peu difficile pour certains enfants qui ont peur des sports collectifs, mais par exemple, le basket, c'est pas mal, ou le hand, c'est bien aussi, mais le hand, on en fait plutôt en 6e. Et donc, les sports co, pour les enfants qui sont comme ça permet quoi? Ça permet de développer la rivalité, la compétition et la solidarité. Et donc, c'est quand même pas mal d'un point de vue soutien psychologique pour ce genre d'enfants, même si en général ils refusent et ils préfèrent ne faire que des sports individuels ou carrément rien du tout. Donc, faut leur faire c'est des petites astuces que je donne, mais ça marche pas mal. Et puis si aussi on a la possibilité de leur faire des activités créatrices comme le théâtre, c'est très bien aussi. On imagine bien. Alors Séverine, bon, tout ça rassure un petit peu. Qu'est-ce que vous avez envie de poser une question à Philippe Hoffmann? Oui, tout à fait. Merci pour toutes vos suggestions. Du coup, moi, mon fils, c'est vrai, il fait du sport, il fait du foot, donc c'est très bien. Il fait foot et judo, et c'est vrai que rugby, il en a fait, et il a arrêté parce que c'était, je pense, trop dur pour lui, vous voyez. Alors, du coup, comme je vous disais, comme mon fils ne s'était jamais vraiment réalisé dans les jouets, à se créer des histoires et tout, comment faire développer cet imaginaire un peu, un imaginaire positif avec des personnages? Parce qu'il fait beaucoup de jeux vidéo, là, il est dans l'époque jeux vidéo, jeux en ligne, c'est terrible. Moi, ça me fait péter un câble, mais bon, je peux pas lui interdire parce que plus on interdit, plus il va rentrer dedans. Donc, il en fait avec un temps limité. Mais comment faire pour développer un imaginaire avec, par exemple, des personnages? Parce qu'il a jamais fait vraiment ça. Donc, peut-être tout ce qui est artistique, peut-être. Oui, je vous laisse répondre, Philippe Hoffmann, allez-y. Alors, il dessine beaucoup. Il dessine beaucoup. Il dessinait beaucoup de monstres. Allez savoir pourquoi. Mais il dessinait beaucoup de monstres. Alors, des monstres, là, il passe un peu du style... il se narcissise un peu. Il va se dessiner avec des gros biscottos. Ses dessins évoluent et changent, sont moins dark, parce qu'il y a une période vraiment très dark où... Effectivement, il se déchargeait beaucoup à la maison. Je reviens sur un témoignage d'une dame qui disait que ses enfants se déchargeaient beaucoup. Moi, ils se déchargent complètement sur moi. Même les psys et tout me l'ont dit. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients. Faut gérer. Mais beaucoup, tout ce qui est dessin, il fait beaucoup. Oui. Philippe, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Séverine? Moi, je pense que vous avez trouvé la bonne astuce là. Une activité créatrice, ce serait très bien pour lui. Si vous aviez un petit club de dessin, ou d'art plastique, où il touche un petit peu à tout, ça lui ferait beaucoup de bien pour développer son imaginaire. Et vous, de votre côté, en tant que maman, ce que je vous conseille, c'est de jouer un petit peu avec lui, même des jeux de société. Oui, on fait déjà. Si vous le faites, c'est pas mal, mais on fait, ce que vous pouvez faire, par exemple, puisqu'il aime dessiner, c'est que vous pourriez aussi, pourquoi pas, dessiner avec lui sur des thématiques que vous inventez. Vous voyez, c'est une sorte de jeu un peu à deux ou à plusieurs quand vous invitez des copains et des copines, et chacun fait un petit dessin et on essaie de trouver des sujets justement un peu imaginaires. Et donc ça, c'est pas mal, mais si vous aviez une activité d'art plastique pas très loin de chez vous et que vous avez les moyens de l'y inscrire, n'hésitez pas. Ça on n'a pas malheureusement, c'est vrai, ouais. Alors si, des fois, il peut faire un peu de poterie, de choses comme ça, vous voyez, effectivement. C'est bien tout ça. On fait tout, franchement, j'essaye
Oui. Faire des stages pendant les vacances. Vous voyez, par exemple. C'est vrai. Ouais. Bon, en tout cas, Séverine, bravo, parce que vous avez pris les choses en main et bravo. Et puis, bon courage, hein, parce qu'il y a encore quelques années à tenir. Bon courage, voilà, je vais dire bon courage aussi à tous les parents seuls, parce que c'est vraiment pas évident. Essayez de penser à vous et de laisser de côté, même si c'est pas facile, ce que je dis à faire, mais laisser de côté quand même toute la pression que vous met votre ex. Hein. Pensez à vous davantage. Oui, alors moi l'avantage, vous voyez, c'est que je suis dans un milieu artistique. Moi je suis métier d'art, donc du coup j'ai un métier que j'adore, et en fait quand je vais au boulot c'est les vacances, quoi. Oui, vous avez cette chance-là. C'est déjà énorme, voilà. Et puis vous n'êtes pas trop seul, hein, d'après ce que j'ai compris aussi, et ça c'est important aussi. De temps en temps, il peut être gardé par quelqu'un de la famille, et vous pouvez retrouver votre liberté. Merci beaucoup Séverine. On continue avec Iris. Alors Iris, c'était il y a longtemps, mais vous avez envie de témoigner parce que pour vous aussi ça a été compliqué. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour tous les deux. Effectivement, ça a été il y a longtemps. Ça fait 25 ans maintenant. Donc je regarde et j'entends avec beaucoup de recul effectivement ce que vient de dire Séverine. Je me retrouve effectivement pas mal aussi dans l'histoire, mais avec le temps les choses passent, et effectivement heureusement. Et le résultat est plutôt plus positif par rapport aux enfants, puisqu'effectivement on leur a donné beaucoup d'activités artistiques. On a été inscrits le mercredi, mais aussi beaucoup à l'équitation. En équipe et individuelle, et ça, cette notion de compétition, elle les a beaucoup aidés aussi, beaucoup structurés sur la suite, en fait. Oui, et puis c'est un sujet que je connais bien, le cheval, il faut s'en occuper, et forcément, on est obligé de s'occuper de quelqu'un d'autre que de soi. Hein. Exactement. Puis avant de commencer l'activité, il faut s'occuper longtemps du cheval, donc pour prendre connaissance, pour rentrer en confiance, et ça a été très salvateur effectivement, ces relations-là, très. Donc, du coup, être dans un club avec toute une notion d'organisation, de s'occuper, ces contraintes-là ont été très salvatrices aussi pour structurer et aussi remettre un peu à sa place chaque chose. Et comme le papa n'avait pas du tout la partie équitation, ça tombait très bien. Comme ça, c'était un endroit, un espace qui lui était réservé effectivement à part entière. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être pas encore eux sortis de cette situation? Quels conseils vous donneriez vous? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a beaucoup aidé par un conseil d'un psy à l'époque qu'on voyait, c'était si il y a une arrivée tard le dimanche ou à un moment où c'était prévu plutôt l'après-midi, que c'est plutôt le matin ou tard le soir, se dire que l'enfant l'a pour toute la vie et que c'est pas si grave que ça, et que même si des choses sont un peu compliquées au niveau de l'organisation, c'était aussi de prendre cette distance-là en fait. Oui, pas reprocher aux parents de la moindre faille, la moindre faute, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que la notion de règle, il y a une règle et un peu un jugement, bref, tout ça. C'est essayer de se dire, ok. Pour le bien de l'enfant, c'est plutôt pas mal qu'il soit resté un peu plus longtemps au week-end avec papa ou la maman. Mais surtout, c'est de se dire ça. Et donc, du coup, moi, c'est ce qui m'a permis de lâcher prise complètement, en fait. C'est intéressant, ce que dit Iris, Philippe Hoffman. Oui, parce qu'en fait, elle a presque réussi à garder une forme de neutralité, ce qui est plutôt rare, mais c'est très important pour les enfants, et puis ça montre bien que dans la séparation, c'est aussi passer à autre chose et pas forcément à la nostalgie. Hein. C'est ça. On est dans un projet de nouvelle vie, et qui peut être aussi tout à fait positif. Et comme les enfants sont en perpétuel changement et transformation, ça résonne en eux. Parce que
ils peuvent se dire aussi que effectivement la vie n'est pas forcément aussi immuable qu'il l'avait cru jusque-là, mais qu'elle peut réserver des bonnes surprises, parce que le père, la mère ou les deux même vont s'épanouir autrement avec d'autres personnes, avec un autre style de vie, et même s'il y a des moments un petit peu durs au niveau matériel, on s'en sort. C'est quand c'est trop dur au niveau matériel que les enfants sont vraiment très 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 atteints. Mais sinon, si on mange des pâtes tous les jours, ils s'en foutent les mômes. C'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de voir maman continuer à sourire, à avoir du plaisir à vivre et à ressentir un peu ce qu'elle a fait quand elle s'est séparée, en se disant voilà, je suis libérée. Alors, il y avait aussi une chose aussi sur laquelle j'ai mis pas mal l'accent, c'est plutôt de reprocher à l'autre parent de pas respecter les règles, de pas être dans des valeurs équitables et tout ça. C'était de dire dans cette situation, voilà ce qui se passe, qui fait que ça ne matche pas et ce qui fait que il faut, c'est pas ça qui peut mettre en valeur après. Et c'est vraiment très très chouette, c'est qu'il y a quelques temps là, les enfants me disent on a eu forcément moi à un moment je portais les deux, donc les deux rôles. De se dire donc d'avoir des règles, des valeurs assez fortes et là de me dire aujourd'hui merci pour ces valeurs transmises, parce que je m'aperçois que dans ma génération il y en a peu qui ont ces valeurs là, et j'ai trouvé ça assez j'étais surprise que ces notions là avaient pu à ce point les structurer et avaient pu effectivement être importantes aujourd'hui. Bravo de donner ce message, Iris, c'est tellement important. C'est un très beau message. Totalement. Mais et en même temps ça a été des moments, des frictions énormes, parce que quand vous êtes en train d'être le câlineur, celui qui donne les câlins et en même temps celui qui met les limites, c'est compliqué quand même, pas le même moment, mais c'est compliqué, c'est très compliqué, très très compliqué. Il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver en vous savez. Écoutez, j'en sais rien, mais c'est une génération aussi, donc c'est moi ce qui m'a le plus surpris. Mais je crois, on peut être les deux. L'essentiel, c'est d'être toujours cohérent. C'est-à-dire que il faut pas sur la même action être un moment gentil et un moment méchant. Mais si on est cohérent, on peut être les deux à la fois. C'est pas du tout difficile. C'est pas compliqué, si ce n'est qu'il faut cette cohérence que visiblement vous avez eue, Iris. Je l'ai apprise parce que c'était pas évident de passer. Il y a forcément des moments où quand vous portez seul pendant un temps, vous commettez. Mais des choses à construire, quoi. C'est clair que c'est pas ça. Oui, mais il faut sortir aussi de cette sorte d'idéalisme que c'est la maman qui est gentille et le papa qui donne l'autorité. Je pense qu'il faut sortir de ça. C'était il y a un siècle tout ça. Philippe Hoffmann, je vous laisse conclure le témoignage d'Iris. Oui, écoutez, c'est un beau témoignage et effectivement, je trouve que ce qui est intéressant dans le témoignage d'Iris, c'est que on voit qu'à partir du moment où on tient sa posture de parent, quelle que soit la configuration familiale que l'on a vécue, séparation, traditionnelle, si on tient sa posture de parent, tant qu'on élève ses enfants, tant qu'on est proche de ses enfants, on leur transmet des valeurs profondes qui vont les structurer, qui vont les aider à rebondir devant les aléas de la vie, qui vont les aider à tenir une sorte de colonne vertébrale qu'on leur donne. Et ça, on le fait depuis la toute petite enfance. Alors évidemment, il y a des hauts et des bas. Évidemment, il y a des moments où on n'est pas tout à fait au point et on craque un peu, où on est plus fragile. Mais on tient le cap. Et ça, c'est ce que vous avez vraiment su faire. Et c'est ce qu'on peut recommander à tous les parents. Sachez comment protéger vos enfants, adaptez-vous en fonction de leur âge, parce qu'on protège pas un enfant de 4 ans comme un enfant de 14 ans, mais essayez de tenir le cap et de ne jamais trop céder à des élans émotionnels qui vont vous déborder, ou si ça arrive, eh bien dites à vos enfants, je peut-être aller trop loin là, et puis c'est pas grave, l'important c'est que tu sais, moi je veux continuer à te protéger, à t'aimer, donc des fois je fais un peu comme je peux, mais
En tout cas, c'est le plus important. Et ça, quand vos enfants deviennent des parents, ils feront la même chose. Voilà, on n'est pas parfait, mais c'est pas grave. Merci beaucoup Iris. Philippe Hoffmann, on fait une petite pause. On va retrouver Nadine également qui va témoigner dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Hoffmann est avec nous, psychologue clinicien, et votre livre L'impossible séparation entre les jeunes adultes et leurs parents, c'était aux éditions Albin Michel, où vous racontez justement ces ados, ces adultes même qui restent très longtemps chez leurs parents, ou quand je dis leurs parents, c'est peut-être au singulier, bien sûr. On va conclure avec un témoignage un peu différent, puisque Nadine, si j'ai bien compris, vous avez donc été élevée seule par votre maman, à la différence de tous les autres témoignages, c'est que votre maman est devenue veuve à 35 ans. Donc il n'y a pas eu, si je puis dire, la difficulté de la séparation, mais il y a eu évidemment le choc de la mort de son conjoint. Bonjour Nadine. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe, je suis très heureuse de pouvoir vous parler. Merci. Alors oui, effectivement, ma mère s'est retrouvée veuve à 35 ans, donc ma sœur avait 7 ans et moi j'avais 9 ans quand notre papa est mort. Et il est mort, en fait, il avait un cancer, mais c'était une époque où on n'en parlait pas trop, on racontait pas trop à tous aux enfants. Donc oui, ça a été un véritable choc. Alors aujourd'hui, on a des carences encore, voilà, mais on a grandi quand même dans une famille où on était malgré tout très 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 heureuse, avec une maman qui ne travaillait pas, qui avait peu de moyens, mais qui nous a jamais fait ressentir la pauvreté entre guillemets. D'accord. Donc elle ne travaillait pas, mais comment elle subvenait à vos besoins ? Il y avait les restos du cœur, ça j'en ai pas honte de le dire. Et puis voilà, c'était une époque où on n'avait pas besoin de tant travailler, je dirais. En tout cas, elle s'est arrangée pour que vous puissiez grandir. Et ce que j'entends dans votre témoignage, c'est que quelque part, vous avez avec le recul compris à quel point votre mère a su, malgré tout, vous apporter ce qu'il fallait de sécurité affective et peut-être aussi de sécurité matérielle, même si c'était un peu difficile. C'est ça, on n'a jamais manqué de rien. L'affection, on l'avait pour deux. Enfin voilà. C'était traumatisant de pas avoir de papa parce qu'à l'école c'était pas simple. Franchement, on se moque de nous parfois, mais c'était comme ça. Et puis ça a fait de nous deux adultes épanouis quand même. Oui, donc ça, c'était il y a longtemps quand même, parce qu'aujourd'hui, ne pas avoir que le papa soit pas là, c'est quand même fréquent. C'était pas la même époque, effectivement. C'était dans les années, c'était en 88. C'était pas la même époque. Encore une fois, là aussi, on voit une maman, Philippe Hoffmann, qui quand même a dû se sacrifier. Ça n'a pas dû être facile tous les jours, et elle a su malgré. Vous voyez, je viens d'utiliser deux mots, Philippe Hoffmann, sécurité affective, sécurité matérielle. Finalement, les deux sont possibles malgré tout. Oui, le plus important, c'est quand même la sécurité affective, parce que la sécurité matérielle, à part dans des cas vraiment de précarité absolue, mais on arrive toujours à trouver des solutions, parce qu'il y a encore beaucoup de systèmes d'aide sociale. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont de familles monoparentales qui vivent grâce aux aides sociales, au Resto du Cœur aussi, sociaux divers au resto et aux aides bénévoles, voilà, des bénévoles. Donc c'est et comme je le disais tout à l'heure, les enfants ils peuvent, si on fait ça naturellement et qu'il n'y a pas de honte à avoir recours à tout ça, eh bien les enfants n'en souffrent pas plus que ça. Ce qui les fait profondément souffrir, c'est vraiment les carences affectives. C'est tous les manques de soins, d'attention, le regard, le fait de s'intéresser à eux, à leur vie, à leur scolarité, le fait de ne jamais rire avec eux. Enfin, vous voyez. Et donc ça, c'est très important pour un enfant. S'il n'a pas ça avec sa maman,
ils souffrent d'un vrai manque profond. Donc la précarité sociale, c'est vraiment très ennuyeux, mais enfin, on a encore des dispositifs en France, y compris des dispositifs d'État et bénévoles qui sont efficaces, hein, même si malheureusement il y a de plus en plus de pauvres. Mais la sécurité affective, elle est primordiale. Et on entend, on entend bien, Nadine, que votre maman, elle a fait front, quoi. C'est ça. Elle n'a pas eu le choix, mais malgré tout, on n'a jamais manqué de rien et on a toujours eu autant d'affection qu'on voulait. Et là-dessus, on n'a aucune carence, ça c'est certain. Il me semble, Nadine, que vous avez eu envie de témoigner pour lui rendre hommage, justement, me semble-t-il. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est bien de finir avec votre témoignage. Et vous êtes maman, vous ? Alors, je suis maman d'une enfant c'est plus une enfant, mais 25 ans ma fille et 20 ans mon fils. Je suis moi-même divorcée et je voulais dire aussi, par rapport à tous vos autres témoignages, moi je dis toujours que j'ai raté mon mariage, mais j'ai réussi mon divorce. Parce que tout va bien. Depuis qu'on est divorcés, en fait, on est amis, et puis c'est resté comme ça. Maintenant, on a chacun un compagnon. D'ailleurs, j'embrasse le mien qui est routier et qui est sur la route en ce moment. Et puis voilà, les enfants ont fait leur petite vie et puis tout va bien pour tout le monde. Oh c'est chouette. Moi, je suis ravie de terminer par ce témoignage parce qu'on sent, sent toute la reconnaissance. Ouais. Un petit mot pour conclure, Philippe Hoffmann. Oui, alors justement, je trouve que c'est formidable le témoignage de Nadine parce que quels que soient les aléas de la vie, des séparations, les douleurs, c'est valable ce que je dis autant pour les femmes que pour les enfants, hein, bien entendu, qui sont plus ou moins victimes de ça. Eh bien, on peut toujours trouver des issues, on peut toujours s'en remettre, et c'est vrai que à partir du moment où petit mot, j'avais dit, Philippe Hoffmann, concluez. On change sa vie, et bien parfois on peut y trouver des choses merveilleuses. Merci en tout cas, Philippe Hoffmann, merci beaucoup. Je donne la parole maintenant. Je laisse la place à, évidemment, Alexandre Delovan. Demain, nous serons avec Catherine Emlé-Périssol et on essaiera de comprendre le langage du corps parce que le langage du corps ne ment pas, contrairement à notre langage, et ce sera tout certainement très intéressant lorsqu'on parle d'amour, de sexualité, d'évoquer ce fameux langage du corps. Je vous embrasse. À demain.